Dans les couloirs silencieux d'un manoir chargé de secrets, une jeune femme franchit le seuil avec l'espoir fragile de reconstruire sa vie. Elle ignorait que derrière chaque regard se dissimulait une vérité prête à éclater, et qu'en servant un homme brisé par le passé, elle toucherait un cœur que personne n'avait su guérir. Mais un geste imprévu, une accusation injuste et un désir interdit feront vaciller son destin, l'obligeant à choisir entre la loyauté et l'amour. Si cette histoire vous émeut déjà, abonnez-vous pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre soutien compte énormément. La pluie martelait les pavés de Lyon comme un tambour funèbre, transformant les rues étroites du quartier ouvrier en un labyrinthe boueux. Émilie Lefebvre, une jeune femme de 20 ans aux cheveux châtains noués en un chignon sévère, serrait son modeste baluchon contre sa poitrine. Ses bottines usées glissaient sur les pierres lisses et le vent froid de l'automne 1885 s'infiltrait sous sa cape rapiécée. Elle avait fui le village de sa naissance, là-bas dans les collines du Beaujolais, où la misère l'avait chassée comme un chien galeux. Son père, un tisserand brisé par la machine, gisait maintenant sous la terre, et sa mère. Eh bien, sa mère avait vendu ce qui restait de dignité pour un bol de soupe. Émilie leva les yeux vers le ciel gris, suppliant en silence. « Seigneur, donnez-moi une chance » murmura-t-elle, la voix rauque d'épuisement. Elle n'avait ni beauté éclatante ni éducation raffinée. Ses mains étaient calleuses, son visage marqué par les soucis précoces. Mais elle avait une volonté de fer, forgée dans les épreuves. La lettre froissée dans sa poche, celle d'une cousine éloignée employée dans une grande maison, promettait un poste de servante au manoir de Beaumont, sur les hauteurs de la Croix-Rousse. « Travail honnête, Eugite est couvert, disait-elle. C'était mieux que la rue, mieux que la faim. Les portes de la ville s'ouvrirent enfin et Émilie entama l'ascension. Les collines de Lyon, avec leurs canutes et leurs soieries, bruissaient de secrets. Le manoir se dressait comme un géant endormi, ses tours gothiques dominant la Saône, en contrebas. Construit par la fortune des Beaumont, une famille d'industriels du textile qui avait amassé des millions sur le dos des ouvriers. Il symbolisait tout ce qu'Émilie haïssait et enviait à la fois. Elle frappa à la porte de service, le cœur battant. Une gouvernante aux lèvres pincées, Madame Duval, l'accueillit d'un regard froid. « Lefebvre, montrez votre lettre. » Émilie obéit, les doigts tremblants. L'intérieur du manoir était un monde à part. Parquet ciré qui craquait sous les pas, tapisseries flamandes aux murs et l'odeur de cire d'abeille mêlée à celle du pain frais. Des valets en livrée passaient, portant des plateaux d'argent. Des femmes en tablier immaculées vaquaient, silencieuses comme des ombres. « Vous commencerez aux cuisines, » déclara Madame Duval sans un sourire. « Et rappelez-vous, discrétion absolue, le maître, Monsieur Henri Beaumont, ne tolère pas les ragots. Sa femme, Madame Beaumont est fragile, vous la servirez de près. » Émilie hocha la tête, suivant la gouvernante à travers un dédale de couloirs. Fragile? Les rumeurs de la ville parlaient d'une union arrangée, d'une héritière parisienne mariée pour sceller des alliances commerciales. Mais ce soir-là, alors qu'elle balayait les escaliers, Émilie surprit un murmure. 2 servantes, penchées sur un panier de linge, chuchotaient « Elle est morte, vous verrez, empoisonnée par jalousie, ou pire, et le maître cherche déjà une remplaçante. » Pas une vulgaire servante, bien sûr. Le cœur d'Émilie se serra. Empoisonnée. C'était absurde, un conte de bonne femme. Pourtant, en montant un plateau de thé vers les appartements de Madame Beaumont, elle sentit un frisson. La porte s'entr'ouvrit sur une chambre aux rideaux tirés où une silhouette pâle gisait dans un lit à baldaquin. Isabelle Beaumont, l'épouse, avait les traits tirés, les yeux creux comme des puits. Elle toussa faiblement en prenant la tasse. « Merci, ma fille », souffla-t-elle d'une voix éthérée. Émilie recula, troublée. Cette femme, enveloppée de soieries blanches, ressemblait à un fantôme, belle mais brisée, comme si le manoir lui volait l'âme goutte à goutte. Plus tard, dans la soupente qui lui servait de chambre, Émilie s'allongea sur une paillasse dure. Le manoir grinçait sous le vent et elle imaginait les pièces somptueuses en bas.
le salon aux lustres de cristal, la bibliothèque aux relures de cuir, et lui, Henri Beaumont, le magnate aux yeux d'acier, dont le portrait dans le hall la fixait d'un regard impitoyable. 35 ans, veuf récent? Non, marié, mais les murmures disaient que l'union était maudite. Émilie ferma les yeux, ignorant le poids de l'air chargé de mystère. Elle était là pour survivre, pas pour des contes. Mais au milieu de la nuit, un cri perça le silence. Émilie se redressa, le sang glacé, provenant des appartements du maître. Des pas pressés résonnèrent dans le couloir, et une servante hurla « Madame, Madame Beaumont !» Émilie bondit, le cœur en feu. En bas, le chaos, médecins accourus, valets affolés. Isabelle gisait inerte, une tasse brisée à ses pieds, du thé répandu comme du sang. Henri Beaumont surgit, imposant dans sa robe de chambre de velours, les cheveux en désordre. Ses yeux sombres et tourmentés balayèrent la pièce. « Que s'est-il passé ?» tonna-t-il, la voix rauque de fureur contenue. Émilie, figée dans l'ombre, croisa son regard un instant. Un éclair passa. Curiosité, suspicion. Elle baissa les yeux, mais le destin, ce farceur, venait de frapper à sa porte. La servante était arrivée pour servir. Mais ce cri annonçait que le manoir cachait des ombres bien plus noires. Et si, par un caprice du sort, elle devait un jour endosser le rôle que personne n'osait imaginer? Si cette introduction vous captive déjà, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer de cette saga envoûtante et commentez d'où vous nous regardez. Quelle ville, quel pays. Votre voix nous porte plus loin. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon de deuil et de routine implacable au manoir de Beaumont. Émilie, encore secouée par la nuit fatidique, se fondit dans le rythme des domestiques comme une ombre discrète. Le manoir, perché sur les pentes de la Croix-Rousse, dominait Lyon d'une silhouette austère, ses murs de pierre blonde, absorbant les brumes matinales qui montèrent de la Saône. Construit au siècle précédent par les aïeux d'Henri, il abritait non seulement la fortune des Soieries Beaumont, mais aussi les échos d'une opulence qui masquait les fissures d'une famille en déclin. Les ateliers en bas de la colline, où des centaines de canutes manièrent les métiers à tisser sous la lueur des lanternes à huile, nourrissaient cette grandeur. Mais ici, en haut, régnait l'étiquette rigide de la bourgeoisie lyonnaise. Silence respectueux, pas feutré, et une hiérarchie invisible qui plaçait les maîtres au sommet, les valets au milieu et les filles de cuisine au fond des abysses. Émilie se leva avant l'aube, comme l'exigeaient les règles. Sa chambre, une soupente étroite sous les combles, sentait la paille humide et la suie des cheminées. Elle enfila son uniforme, une robe de laine grise, serrée à la taille par un tablier blanc amidonné, les manches relevées jusqu'au coude pour révéler ses avant-bras marqués par les travaux passés. Ses cheveux, attachés en un chignon strict sous un bonnet de lin, encadraient un visage pâle où les yeux verts trahissaient une vigilance constante. À 20 ans, elle n'avait ni les courbes graciles des dames, ni la robustesse des lavandières. Elle était faite de patience et de résilience, forgée par les hivers rigoureux du Beaujolais. Dans les cuisines, vaste et enfumé, le chaos organisé régnait. Le cuisinier, un homme bourru nommé Bertrand, aboyait des ordres, tandis que les aides pilaient des herbes et attisaient les feux de bois. Lefèvre, les pains pour le maître, et que ça soit croustillant, pas ces briques de la veille. Émilie s'activait, pétrissant la pâte avec des gestes précis, ses mains rougissant au contact de l'eau froide. L'odeur du levain se mêlait à celle du lard fumé et des légumes bouillis. Un festin pour les sens affamés. Mais son esprit vagabondait vers la nuit du drame. Isabelle Beaumont, emportée par une fièvre subite, ou était-ce autre chose, avait laissé le manoir en deuil officiel. Les médecins, venus de la place Bellecour dans leur calèche fermée, avaient murmuré de toxines, mais sans preuve. Henri, impassible en public, avait ordonné un enterrement discret à l'église Saint-Polycarpe. Au petit déjeuner, servi dans la salle des domestiques, Émilie s'assit avec les autres. Madame Duval, la gouvernante quinquagénaire aux cheveux grisonnants tirés en un chignon impeccable,
présidait la table d'une main de fer. Vêtue d'une robe noire sobre, ornée d'un collier de perles modeste, elle incarnait l'autorité. Pas de ragot sur madame, trancha-t-elle d'une voix coupante, ses yeux perçants balayant l'assemblée. Le maître est en deuil. Et rappelez-vous, nous servons les Beaumont depuis des générations. Loyauté absolue. Les valets hochèrent la tête, leurs uniformes bleu marine aux boutons dorés luisant sous la lumière des appliques à gaz. Parmi eux, Pierre, un jeune homme de 22 ans au sourire timide et aux épaules larges de portefaix, glissa un regard complice à Émilie. « C'est dur pour une nouvelle », murmura-t-il en passant une tranche de pain. « Mais tiens bon, le manoir a ses secrets, mais aussi ses récompenses. » Émilie acquiesça, mordant dans le pain encore tiède. Pierre, fils d'un ancien canute, connaissait les bas-fonds de Lyon mieux que quiconque. Il lui raconta à voix basse les fêtes d'antan, bals masqués dans le grand salon, où les soieries chatoyantes des invités rivalisaient avec les lustres en cristal de Murano. Monsieur Henri était différent avant son mariage, un homme de passion, voyageur en Orient pour les routes de la soie. Mais Isabelle, elle l'a changé, froide comme un hiver sans feu. Émilie écouta, fascinée. Henri Beaumont, à 35 ans, portait le poids d'une lignée industrielle. Grand, aux épaules carrées moulées dans des redingotes sur mesure de tweed importé, ses cheveux noirs striés d'une mèche précoce et ses yeux d'un bleu acier qui transperçait l'âme. Veuf maintenant, il dirigeait ses usines d'une main ferme, ignorant les murmures des ouvriers qui le disaient sans cœur. Le quotidien d'Émilie se déroulait en un ballet incessant. Matin, polir l'argenterie dans la salle à manger, où la table d'acajou pouvait accueillir 20 convives ornés de couverts en vermeil gravés aux armes des Beaumont, un lion rampant sur fond de soie déroulée. Midi, servir le déjeuner solitaire d'Henri dans son bureau, une pièce au mur tapissée de livres reliés cuir et de cartes des Indes. Elle entrait sur la pointe des pieds, déposant le plateau de rôtis aux pruneaux et de vin de côte rôtie sans oser lever les yeux. Une fois, il leva la tête de ses papiers, son regard s'attardant un instant sur elle. « Vous êtes nouvelle », dit-il d'une voix grave, presque un grondement. « Lefebvre, c'est cela. Prenez garde aux ombres de ce lieu. » Émilie rougit, balbutiant un « oui, monsieur » avant de se retirer, le cœur cognant comme un tambour. L'après-midi apportait les tâches plus intimes. Aérer les appartements de la défunte où les robes d'Isabelle pendaient encore, comme des fantômes dans l'armoire de chêne. Soieries parisiennes, corsages brodés de perles, jupes à crinoline qui bruissaient au vent. Émilie pliait le linge, inhalant le parfum fané de lavande et de maladie. C'est là qu'elle trouva le premier indicio de tension. Une lettre froissée, glissée sous un oreiller, cachetée d'un sceau brisé. L'écriture élégante mais tremblante disait « Henri, ton alliance avec les Duval te perdra. Elle sait pour l'héritage volé. » Signé d'une main anonyme. Émilie la remit en place, les doigts glacés. Duval, comme la gouvernante, un complot familial peut-être lié aux dettes cachées des usines. Le soir tombait tôt, enveloppant le manoir d'une obscurité veloutée. Les domestiques se réunissaient pour le souper frugal. Potage de légumes, fromage de chèvre et pain bis. Autour de la table, les conversations tournaient autour des nouvelles de la ville, la foire de la soie qui approchait, les tensions avec les syndicats ouvriers. Pierre, assis près d'Émilie, lui confia son rêve. Quitter les livrées pour ouvrir une petite boutique. « Et toi, qu'est-ce qui t'amène vraiment ici ?» demanda-t-il doucement. Émilie hésita, puis murmura « La survie. Mais ce lieu, il aspire l'âme. » Madame Duval, passant près d'eux, fronça les sourcils. « Assez de bavardage. Au lit, tous. » Émilie regagna sa soupente, le corps endolori. Allongée sur sa paillasse, elle écouta le vent gémir contre les volets. Le manoir vivait, respirait ses secrets. Henri en bas veillait sans doute dans son bureau, entouré de ledgers et de souvenirs amers. Elle ignorait encore que ces murs, avec leurs tapisseries aux scènes de chasse et leurs portraits ancestraux aux regards sévères,
ourdissait un destin bien plus grand que le sien. Mais au cœur de la nuit, un bruit discret l'attira du sommeil, des pas feutrés dans le couloir, suivis d'un chuchotement étouffé. La nouvelle, elle a vu la lettre, éliminez-la avant qu'elle ne parle. La voix, rauque et familière, provenait de la chambre de Madame Duval. Émilie se figea, le souffle court. La rupture se profilait, invisible mais inéluctable, et le manoir, ce géant endormi, venait de révéler ses crocs. Les jours suivants furent un tourbillon d'angoisse pour Émilie. Le manoir, avec ses couloirs labyrinthiques et ses ombres dansantes aux flammes des lampes à huile, semblait se refermer sur elle comme une nasse. Elle évitait les regards de Madame Duval, cette femme aux traits acérés comme un coutelas, dont les yeux sombres fouillaient chaque recoin. La gouvernante, âgée d'une 50aine d'années, portait toujours sa robe noire ajustée, ornée d'un camée au col, symbole d'une autorité forgée dans les intrigues familiales. Émilie, feignant l'innocence, s'activait aux tâches les plus ingrates. Récurer les dalles de marbre de l'entrée, où les bottes boueuses des visiteurs laissaient des traces indélébiles, ou astiquer les candélabres en bronze du grand salon, dont les branches torsadées évoquaient des serres prêtes à saisir. Pierre, le valet au cœur généreux, devint son unique confident. Lors d'une pause volée dans la cour arrière, entouré de murets couverts de lierre et du clapotis d'une fontaine oubliée, il l'interrogea d'une voix basse. « Tu es pâle comme un linge, Émilie. Qu'est-ce qui te ronge ?» Elle hésita, les mains serrées sur son tablier taché d'eau savonneuse. Ses yeux verts, habituellement vifs, trahissaient la peur. « J'ai entendu des choses sur une lettre et Duval. Elle sait que je sais. » Pierre blêmit, jetant un œil vers les fenêtres du manoir qui les surplombaient comme des yeux inquisiteurs. La gouvernante? Elle sert les Beaumont depuis l'enfance d'Henri, mais les rumeurs disent qu'elle ourdit pour son propre gain. L'héritage d'Isabelle. Il y a des dettes, des alliances rompues avec les Duval de Paris. Prends garde, petite. Ici, les mots tuent plus vite que les couteaux. Émilie hocha la tête, le ventre noué. Le quotidien, déjà oppressant, devint un piège. Au déjeuner servi dans la salle basse, aux murs blanchis à la chaux, elle sentit le poids des silences. Les autres domestiques, une lavandière nommée Rose, aux bras noueux et au rire forcé, et un cocher bourru, Gustave, avec sa moustache jaunie par le tabac, évitaient son regard. Madame Duval présidait, distribuant les portions de ragoût avec une précision militaire. « Mangez, Lefebvre, dit-elle d'un ton mielleux qui glaça Émilie. Vous avez besoin de force. Le maître a besoin de loyauté en ces temps troublés. » Émilie avala sa bouchée, la gorge serrée, imaginant du poison dans chaque cuillerée. L'incident survint au crépuscule, 3 jours après le murmure fatal. Henri Beaumont avait convoqué une réunion dans son bureau. Un sanctuaire aux meubles massifs en acajou, éclairé par des appliques à gaz qui projetaient des ombres elongated sur les cartes des routes commerciales, de Lyon à Shanghai, via les canaux de la soie. Émilie, chargée de servir le thé, entra sur la pointe des pieds, le plateau tremblant dans ses mains. Les convives étaient au complet. Henri, imposant dans sa redingote de laine fine, les cheveux peignés en arrière, Madame Duval, assise droite comme un nid, et un notaire de la ville, Maître Laurent, un homme sec aux lunettes rondes et à la barbiche grise, portant un dossier de parchemin jauni. « Les dettes d'Isabelle s'élèvent à 30 000 francs, déclara le notaire d'une voix nasillarde, ajustant ses besicles. L'alliance avec les Duval de Paris était censée les éponger, mais les rumeurs de malversation persistent. Henri frappa du poing sur le bureau, faisant teinter les tasses. Ses yeux bleus, habituellement froids, flamboyaient de rage contenue. Malversation, c'est une calomnie. Ma femme est morte et vous parlez d'argent. Duval, vous qui connaissiez ses secrets, parlez. La gouvernante inclina la tête, ses lèvres minces s'étirant en un sourire imperceptible. Monsieur, Isabelle avait des ennemis. Cette lettre anonyme, elle accusait votre famille de vol d'héritage. Peut-être une servante curieuse l'a-t-elle trouvée. Émilie, qui versait le thé fumant, un Darjeeling importé, parfumé à la bergamote, sentit son sang se glacer. La tasse glissa de ses doigts,
se brisant au sol dans un éclat retentissant. Le liquide chaud éclaboussa les bottines polies d'Henri. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Maladroite !» siffla Madame Duval, se levant d'un bond. « Sortez-la d'ici !» Mais Henri leva la main, son regard perçant fixant Émilie comme une flèche. « Attendez, vous... » Lefebvre, n'est-ce pas? Avez-vous vu une lettre dans les appartements de ma femme? La pièce sembla rétrécir. Émilie, les joues en feu, balbutia. « Oui, monsieur, une lettre sous l'oreiller. Elle parlait d'héritage volé. Et des Duval. » Un silence de mort s'abattit. Madame Duval pâlit, ses mains se crispant sur sa jupe. « Mensonge! Cette fille est une espionne, envoyée par les ouvriers peut-être. » Le notaire toussa mal à l'aise. Henri se leva, dominant la scène de sa stature. « Expliquez-vous, Duval. Si cette lettre existe, elle change tout. » La gouvernante recula, les yeux fous. « C'est une calomnie, monsieur. J'ai servi fidèlement. Mais cette gamine doit partir, immédiatement. » Émilie, le cœur battant à tout rompre, sentit le sol se dérober. Elle avait brisé le silence, et maintenant le manoir se retournait contre elle. Pierre, qui avait suivi discrètement, apparut à la porte, prêt à intervenir, mais un valet le retint. Henri, après un long moment de tension, ordonna « Gardez-la sous surveillance, et Duval, préparez vos comptes. Nous irons au fond de cette affaire. » Émilie fut escortée hors de la pièce, les jambes flageolantes. Le statu quo s'effondrait. Plus une simple servante, elle devenait un pion dans un jeu mortel d'alliance et de trahison. Madame Duval, l'antagoniste aux crocs aiguisés, la fusillait du regard depuis l'ombre du couloir. Pierre, son allié naissant, murmura en passant. « Cours si tu peux, mais reste, le maître te protège peut-être. » Ce soir-là, confinée dans sa soupente avec une sentinelle à la porte, Émilie comprit que le chemin de retour vers l'anonymat était barré. Une décision forcée l'attendait, fuir dans la nuit lyonnaise ou plonger plus profond dans les secrets du manoir, risquant tout pour une vérité qui pourrait la détruire. Mais au loin, un carillon sonna minuit, et avec lui l'écho d'une calèche approchant, porteuse d'un ultimatum familial qui allait sceller son destin. Les jours suivants s'étirèrent en une tension palpable, comme un fil de soie prêt à se rompre. Émilie, assignée à des tâches plus visibles sous l'œil vigilant de Madame Duval, se sentait exposée, un agneau au milieu de loups. Le manoir, avec ses hauts plafonds voûtés et ses escaliers en spirale de marbre veiné, bruissait d'une vie feinte, masquant les courants souterrains de suspicion. Henri Beaumont, absorbé par ses affaires, avait ordonné qu'elle reste, non par clémence, mais par prudence, comme un indice à garder sous clé. Pierre, son ombre bienveillante, lui glissait des messages pliés dans les plis de son tablier. « Tiens bon, le maître fouille les comptes. » Mais Duval, cette vipère en robe noire, rôdait, ses pas discrets laissant une traînée de froid. L'occasion survint un après-midi pluvieux. Une quinzaine après l'incident du bureau, Henri recevait un thé informel dans le petit salon, une pièce au mur lambrissée de bois de noyer, éclairée par des fenêtres en vitrail qui filtraient la lumière grise en éclats colorés. Les invités étaient triés sur le volet. 2 veuves de la bourgeoisie lyonnaise, mesdames Fournier et Leclerc, venues de leur villa en bord de Rhône, et un cousin éloigné des Beaumont, un certain Raoul Duval, frère de la gouvernante, murmura-t-on, un homme trapu aux moustaches cirées et à l'air calculateur. Vêtus de robes à taille empire en mousseline pastel, collier de caméo au cou, les dames sirotaient leur thé de Chine dans des tasses de porcelaine de Limoges, leurs ombrelles en dentelle posées contre les fauteuils capitonnés. Émilie, promue serveuse pour l'occasion par un caprice de Duval, entra avec le plateau chargé de scones au raisin et de confitures de figues. Son uniforme, amidonné à l'extrême, craquait à chaque mouvement. Ses cheveux châtains, tirés en un chignon impeccable, encadraient un visage où la peur se lisait dans les cernes sous ses yeux verts. Elle posa le plateau sur la table basse, les mains tremblantes, évitant les regards. Mais Madame Fournier, une matrone aux joues poudrées et au chignon saupoudré de gris, plissa les yeux. « Qui est cette fille, nouvelle, n'est-ce pas ? Elle a l'air rustique. D'où vient-elle, Beaumont? Des faubourgs ?»
Henri, assis dans un fauteuil à oreilles, un journal plié sur les genoux, leva la tête. Sa redingote grise, coupée sur mesure par un tailleur de la rue de la République, soulignait sa silhouette athlétique. Une épingle de cravate en or, ornée d'un lion, l'emblème familial, scintillait à sa gorge. Ses yeux bleus, froids comme l'acier des métiers à tisser, se posèrent sur Émilie un instant de trop. « Lefebvre est de mon service », répondit-il d'une voix mesurée, sans émotion, efficace malgré son origine modeste. Raoul Duval ricana doucement, sirotant son thé. « Modeste ?» Avec les rumeurs qui courent sur la mort d'Isabelle, on se méfie des origines obscures. N'était-ce pas une servante qui a trouvé cette fameuse lettre? Le silence s'alourdit, rompu seulement par le tic-tac d'une pendule en bronze sur la cheminée. Émilie, figée en retrait près de la porte, sentit le rouge lui monter aux joues. Madame Leclerc, plus jeune, aux boucles blondes sous un chapeau orné de plumes d'autruche, murmura derrière son éventail: « Pauvre Isabelle, empoisonnée, dit-on, et maintenant des espionnes dans la maison. C'est indécent pour la haute société lyonnaise. » Duval hocha la tête, ses yeux porcins glissant vers Émilie comme des serpents. « Exactement. Une friction de classe. Voilà ce que cela crée. Beaumont, renvoyez-la avant que le scandale n'éclabousse vos usines. » Henri ne bougea pas, mais ses doigts se crispèrent sur l'accoudoir. Un micro-geste, un haussement imperceptible des épaules, un regard qui s'attarda sur les mains calleuses d'Émilie posées sur son tablier. Pas une défense ouverte, mais une hésitation, comme si elle représentait plus qu'une ombre. Émilie, le cœur battant, recula d'un pas, heurtant du talon un guéridon. Un petit broche en argent, tombé d'un plateau lors d'un service précédent, un objet oublié d'Isabelle en forme de rose stylisée, avec une perle au centre, roula au sol et s'arrêta près des bottines d'Henri. Il se pencha, le ramassa d'un geste fluide et le tendit à Émilie sans un mot, leurs doigts se frôlant un instant. Un contact fugace, électrique, qui fit monter une chaleur inattendue dans la pièce étouffée. « Prenez-en soin !» dit-il simplement, sa voix basse comme un secret partagé. Les dames échangèrent des regards, un silence complice s'installant. Madame Fournier toussa. « Charmant, mais prudent, monsieur. » La Croix-Rousse murmure déjà. Duval se leva, ajustant son gilet brodé. « Je veillerai à ce que la discrétion règne, cousin. » Ma sœur, la gouvernante, s'en assure. Émilie empocha le broche, sentant son poids comme un talisman ou une cible. Ce bijou, symbole du passé d'Isabelle, ouvrait un arc invisible, un lien fragile avec le maître, un fil émotionnel qui se nouait dans l'ombre. Le thé s'acheva sur des politesses forcées. Les invités partirent dans leur calèche, roues crissant sur le gravier humide de l'allée. Émilie, libérée, regagna les cuisines, le broche serré dans sa paume. Pierre l'y attendait, essuyant des verres. « Tu as tenu bon, mais Duval, il observe tout. » Elle hocha la tête, un sourire timide naissant. Pour la première fois, un petit avancé, ce regard d'Henri, ce silence partagé au milieu du jugement, avait fissuré la barrière de classe. Pourtant, en pliant les nappes, elle surprit un valet chuchoter « La nouvelle et le maître ». Un commentaire dans le Progrès de Lyon demain, pour sûr. La nuit tomba, enveloppant le manoir d'un manteau d'étoiles voilé par les fumées des usines. Émilie, dans sa soupente, caressa le broche à la lueur d'une chandelle. Un espoir naissant, mais fragile. Au loin, les cloches de Fourvière sonnèrent, et avec elles, l'écho d'un journal qui allait propager la rumeur, une conséquence sociale visible, un pas de plus vers l'abîme ou la lumière. La tempête s'abattit sur Lyon comme une vengeance divine. 3 jours après le thé fatidique. Le vent hurlait depuis les collines de la Croix-Rousse, fouettant les volets du manoir avec une fureur qui faisait trembler les vitres. La pluie, torrentielle, transformait les allées en rivières boueuses, isolant la demeure comme une île assiégée. Les domestiques, confinés à l'intérieur, vaquaient à leurs tâches dans un bourdonnement anxieux. Bertrand, le cuisinier, attisait les feux pour chasser l'humidité qui rampait le long des murs. Rose, la lavandière, pliait du linge près de la cheminée, ses mains rougies par l'eau froide.
Émilie, le broche en argent niché dans sa poche comme un secret brûlant, se sentait piégée dans ce cocon oppressant. Madame Duval avait ordonné qu'elle reste près des appartements du maître, pour servir si besoin, avait-elle dit d'un ton qui sonnait comme une menace voilée. Henri Beaumont, retranché dans son bureau, avait renvoyé les valets pour la nuit. Les ledgers des usines, empilés sur son bureau massif, attendaient, mais son esprit vagabondait. À 35 ans, le veuvage l'avait aigri, creusant des rides autour de ses yeux bleus, autrefois vifs comme le Rhône en crue. Sa redingote, jetée sur un fauteuil, révélait une chemise blanche froissée. Une mèche de cheveux noirs barrait son front, signe de tourment intérieur. Il n'était pas l'homme de fer que Lyon imaginait. Sous la carapace d'industriel battait un cœur marqué par la perte, non seulement Isabelle, mais un frère aîné, emporté par la variole 10 ans plus tôt, laissant Henri à la tête d'un empire qu'il n'avait pas choisi. Un coup à la porte le tira de sa rêverie. Émilie entra, portant un plateau avec une carafe de cognac et un verre en cristal taillé. La lumière des appliques à gaz dansait sur son visage pâle, accentuant les ombres sous ses yeux verts. Son tablier amidonné collait à sa robe grise, mouillée par une averse surprise dans le couloir. « Monsieur, pour vous réchauffer, murmura-t-elle, posant le plateau avec précaution. Henri leva les yeux, surpris par sa présence solitaire. « Lefebvre, la tempête vous a retenu ?» Sa voix, grave et mesurée, portait une fatigue inhabituelle. Elle hocha la tête, hésitante. « Les chemins sont impraticables. Madame Duval m'a envoyé. Mais les autres sont aux cuisines. » Un grondement de tonnerre ébranla les vitres et Émilie sursauta, ses doigts effleurant le broche dans sa poche. Henri se leva, s'approchant de la fenêtre. La nuit noire engloutissait le paysage, ne laissant que le halo des lanternes des usines en contrebas. « Asseyez-vous un instant, » dit-il soudain, indiquant un fauteuil près du feu. Émilie cligna des yeux, stupéfaite. Une servante s'asseoir? Mais le ton n'était pas un ordre, c'était une invitation, presque suppliante. Elle obéit, perchée sur le bord, les mains jointes sur ses genoux. Le silence s'étira, rompu seulement par le crépitement des bûches. Henri versa du cognac, en offrit un peu dans une tasse, un geste incongru, intime. « Ce broche, vous l'avez gardé, » observa-t-il, s'asseyant en face d'elle. Émilie rougit, le sortant de sa poche. La rose en argent avec sa perle ternie scintillait à la lueur des flammes. Il m'a rappelé. « Madame, et vous ?» Henri prit l'objet. Ses doigts calleux, traces d'une jeunesse aux métiers à tisser, effleurant les siens. Un contact bref mais chargé, comme un courant électrique dans l'air lourd. C'était l'objet hérité, encre de leur confidence forcée. Isabelle l'avait reçu de sa mère, murmura-t-il, la voix assourdie par le souvenir. Un cadeau de noces. Avant que tout ne s'effrite. Émilie osa lever les yeux. Elle semblait si fragile. Qu'est-ce qui l'a brisée, monsieur? Henri fixa le feu, les épaules voûtées. Pour la première fois, l'homme de pouvoir se humanisait. Pas un magnate, mais un veuf hanté par la culpabilité. Mon mariage était un contrat. Les Beaumont avaient besoin de l'héritage des Duval pour relancer les usines après la crise de 70. Isabelle. Elle aimait les arts, les salons parisiens. Pas cette vie de soierie et de dette. J'ai essayé de la protéger, mais les rumeurs, les alliances, elles l'ont rongée. Et cette lettre que vous avez trouvée. Elle accusait ma famille de vol. Pas faux. Mon grand-père avait détourné des fonds lors de la Commune. Isabelle le savait, et Duval, la gouvernante, l'utilisait pour la manipuler. Émilie écouta, le cœur serré. Sa propre plaie s'ouvrit en écho. J'ai perdu mon père à la machine. Il tissait pour des hommes comme vous. Et ma mère s'est vendue pour survivre. Je hais ce monde, mais je dois y vivre. Henri la regarda, vraiment pour la première fois. Ses yeux bleus, adoucis par le cognac et la tempête, virent au-delà de l'uniforme. Une femme de 20 ans, forgée par la misère, avec une force qu'Isabelle n'avait jamais eue. « Vous n'êtes pas comme les autres, » dit-il doucement. « Vous parlez vrai. Moi, j'ai porté ce devoir comme une chaîne. Perdre mon frère m'a forcé à ce rôle.
Mais vous, Lefebvre, vous me rappelez que la vie n'est pas que calcul. La température changea subtilement. Pas de passion consumée, mais une promesse tacite dans un geste. Il replaça le broche dans sa main, la couvrant de la sienne un instant. Gardez-le, pour la confiance. Émilie sentit une chaleur monter, non sensuelle, mais profonde, un pont entre leurs mondes fracturés. Ils parlèrent encore, voix basse, de Lyon sous la pluie, des rêves brisés des canuts, d'un avenir où les dettes ne régnaient pas. Pierre, en bas, veillait aux cuisines, ignorant ce moment suspendu. Mais l'antagoniste bougea dans l'ombre. Madame Duval, espionnant depuis le couloir par une porte entrebâillée, serra les poings. Son frère Raoul, envoyé par calèche malgré la tourmente, avait glissé un recado. La servante rapproche le maître. Sabotez-la avant le bal de la foire. Duval froissa le papier, un sourire froid aux lèvres. Elle renverrait Émilie, ou pire. La tempête s'apaisa à l'aube, laissant un ciel plombé. Émilie regagna sa soupente, le broche contre son cœur, un lien forgé dans la nuit. Mais au matin, un valet la réveilla d'un air grave. Une lettre arrivée par pigeon voyageur, cachetée du sceau des Duval de Paris. Votre présence au manoir est une insulte. Y lisait-on. Préparez-vous à partir. Ou à payer. La marée émotionnelle retomba, abrupte. Et Émilie comprit, la confiance naissante menaçait de se noyer dans les intrigues familiales. La lettre des Duval de Paris reposait comme un serpent sur la table de la soupente d'Émilie, ces mots venimeux gravés dans son esprit. Votre présence souille l'honneur des Beaumont. Partez avant que nous ne révélions tout, vos origines misérables et les secrets que vous avez volés. Émilie froissa le papier, le cœur battant. La confiance naissante avec Henri, forgée dans la nuit de tempête, semblait déjà un mirage. Dehors, Lyon s'éveillait sous un ciel bas, les fumées des usines montant comme des avertissements. Elle devait agir. Mais comment? Pierre, frappant discrètement à la porte, glissa un regard inquiet. Duval prépare quelque chose. Elle a convoqué le notaire ce matin. Reste en vue, mais méfie-toi. Le manoir bruissait d'une agitation inhabituelle. Madame Duval, revigorée par le recado de son frère Raoul, avait ourdi son cou. Âgée de 52 ans, avec ses cheveux grisonnants noués en un chignon sévère et sa robe noire ornée d'un camée familial, un corbeau aux ailes déployées, elle incarnait la trahison patiemment mijotée. Depuis des décennies, elle servait les Beaumont, mais son sang Duval bouillonnait de rancœur. L'héritage d'Isabelle, dilapidé par les dettes des usines, lui revenait de droit selon elle. La servante, cette intruse qui osait frôler Henri, menaçait tout. Duval décida de frapper fort, publiquement, pour briser l'équilibre fragile. L'attaque survint au milieu de la matinée, lors d'une visite impromptue au manoir. Henri recevait des fournisseurs dans le grand salon, une vaste pièce au plafond peint de fresques mythologiques. Apollon tissant la soie divine, éclairée par des chandeliers en cristal qui captaient la lumière pâle filtrant des hautes fenêtres. Les hommes, des marchands lyonnais en gilets de velours et chapeaux melons, discutaient de contrats, soieries pour l'export vers l'Italie, à 30 000 francs la balle. Henri, assis à la tête de la table, sa redingote grise impeccablement coupée soulignant sa carrure imposante, hochait la tête, ses yeux bleus scrutant les chiffres. Émilie, assignée au service par Duval elle-même, versait le café dans des tasses de Sèvres, ses mains tremblantes sous le poids des regards. Soudain, la porte s'ouvrit à la volée. Madame Duval entra, escortée par maître Laurent, le notaire au visage sec et à la barbiche taillée, portant un dossier épais sous le bras. Derrière eux, 2 constables de la police lyonnaise, en uniforme bleu brodé d'or, sabres aux côtés, imposants comme des ombres de la loi. Les fournisseurs se figèrent, le salon s'emplissant d'un silence oppressant. Duval, le menton haut, pointa un doigt accusateur vers Émilie. « Monsieur Beaumont, cette femme est une voleuse. Elle a dérobé des documents intimes de la défunte madame et comploté avec les ouvriers pour saboter vos usines. Regardez cela. » Le notaire déploya les parchemins sur la table.
Une lettre falsifiée, imitant l'écriture d'Isabelle, accusant Émilie d'espionnage. Un inventaire truqué montrant des pièces d'argenterie manquantes. Et, pire, une note manuscrite, forgée de la main de Duval, liant Émilie à un syndicat canute, ces tisserands révoltés qui menacèrent les grèves. « Preuves irréfutables », déclara Laurent d'une voix nasillarde. « La loi exige une enquête. Cette Lefebvre doit être interrogée à la préfecture. » Les constables s'avancèrent, leurs bottes claquant sur le parquet ciré. Émilie recula, le plateau heurtant une chaise, du café se répandant comme du sang. « C'est faux, je n'ai rien volé. Duval ment. » Henri se leva d'un bond, son visage blêmissant sous la fureur. Ses poings se serrèrent, les veines saillant sur ses tempes. « Duval, qu'est-ce que cela signifie? Ces accusations. Elles ruinent ma maison devant des associés. » La gouvernante inclina la tête, feignant l'indignation. « Pour votre bien, monsieur, j'ai protégé les Beaumont des intrus pendant des années. Cette gamine, avec ses airs innocents, a vu la lettre sur l'héritage. Elle la vendra aux journaux, ou pire, aux Duval de Paris qui attendent votre chute. » Les fournisseurs murmurèrent. L'un d'eux, un homme bedonnant nommé Moreau, secouant la tête. « Beaumont, si vos domestiques trahissent, nos contrats hésiteront. » Le choc frappa Émilie comme un coup de fouet. Sa réputation, déjà fragile d'une simple servante, volait en éclats publiquement. Les constables la saisirent par le bras, leurs doigts comme des menottes. « Venez sans résistance, mademoiselle » grogna l'un, son haleine sentant le tabac. Pierre surgit du couloir, alerté par le tumulte, mais Duval le barra. « Restez en place, valet, ou vous y goûterez aussi. » Émilie croisa le regard d'Henri, suppliante. Ses yeux à lui, tourmentés, vacillèrent, non de colère contre elle, mais de doute semé par la trahison. « Attendez, je veux des preuves solides, » ordonna-t-il, mais sa voix manquait de fermeté, brisée par la perte de confiance. Duval avait gagné, l'alliance naissante entre Henri et Émilie se fissurait, séparée par le poison du soupçon. On l'escorta hors du salon, sous les yeux des fournisseurs qui chuchotaient déjà. Le manoir, autrefois refuge, devenait prison. Dans une petite antichambre aux murs tapissés de velours fané, les constables fouillèrent son tablier, découvrant le broche en argent. « Preuve supplémentaire! Vol d'un bijou personnel de Madame Beaumont !» s'exclama Duval, arrachant l'objet. Émilie protesta, « C'est un cadeau. Monsieur Henri me l'a donné. » Mais Henri, resté en retrait, ne contredit pas. Le doute l'isolait, son silence une barrière plus cruelle que des chaînes. La gouvernante triomphait, son attaque frontale ayant sabordé la réputation d'Émilie. Demain, les gazettes de Lyon clameront le scandale, forçant Henri à choisir entre son empire et une servante accusée. La conséquence fut tangible, les fournisseurs se retirèrent, murmurant de boycott potentiel. Henri, seul dans le salon, frappa du poing contre la cheminée, brisant un vase en porcelaine qui vola en éclats. Émilie, emmenée vers une cellule temporaire au sous-sol, une pièce humide aux barreaux rouillés, éclairée par une unique lanterne à huile, s'effondra sur une paillasse. Son statut de servante loyale pliait sous l'isolement. Plus d'alliés visibles, Pierre surveillé et Henri distant, hanté par la peur d'un nouveau scandale après Isabelle. C'était le moment sans retour. En révélant la lettre par le passé, elle avait croisé le destin. Maintenant, son action impulsive, briser le silence, l'empêchait de revenir à l'anonymat. Duval l'avait piégée, et le manoir, ce géant de pierre, l'avalait tout entière. Pierre, risquant tout, glissa un mot par la grille. Henri doute, mais il fouille. Tiens bon. Pourtant, au crépuscule, un ultimatum social arriva. Une missive scellée des Duval de Paris, lue par Duval devant les domestiques assemblés. Beaumont, renvoyez la voleuse ou affrontez notre vengeance publique, révélation des dettes familiales au tribunal. Henri, convoqué, fixa Émilie à travers les barreaux, son regard un mélange de regret et de retrait. « Je dois protéger l'héritage », murmura-t-il se détournant. L'exil émotionnel s'abattait, séparant leurs âmes naissantes. Émilie, les larmes aux yeux, comprit. Pour survivre, elle devrait frapper en retour ou périr dans l'ombre. Mais dehors, les cloches de la cathédrale sonnaient l'office vespéral.
annonçant un affrontement inévitable qui allait tout consumer. Les jours suivants s'écoulèrent dans une obscurité suffocante pour Émilie. Confinée dans la cellule du sous-sol du manoir, l'air y était lourd, imprégné d'humidité et de l'odeur de pierre froide, éclairé seulement par une lanterne vacillante qui projetait des ombres dansantes sur les murs nus. Ses mains, liées par une corde lâche pour l'interrogatoire imminent, frottaient contre le tissu rugueux de son tablier déchiré. À 20 ans, elle avait connu la faim et la perte, mais cette isolation, coupée de pierre, ignorée par Henri, creusait une plaie plus profonde. Pourtant, au milieu de la nuit, un bruit discret l'attira de son demi-sommeil, un grattement contre la grille de fer. Pierre, le visage pâle sous sa casquette de valet, glissa un petit paquet enveloppé de chiffon à travers les barreaux. « Prends ça, Émilie » chuchota-t-il, les yeux fous d'urgence. J'ai fouillé les quartiers de Duval pendant qu'elle était au salon avec le notaire. C'est son journal. Et une clé pour la serrure. Lise vite, avant qu'il ne revienne. Elle saisit l'objet, le cœur battant, et une fois la porte entr'ouverte, se blottit dans un coin pour décrypter les pages jaunies à la lueur tremblante. Le journal de Madame Duval, écrit d'une main anguleuse et rageuse, révélait la vérité structurale, un complot ourdi depuis des années. L'héritage d'Isabelle, 30 000 francs en actions des usines Beaumont, m'appartient par le sang Duval, notait-elle en 1880. Henri a volé mon frère Raoul, en falsifiant les contrats après la mort du père. Isabelle savait, je l'ai empoisonnée lentement, avec des herbes, arsenic dilué dans son thé pour la faire taire. La servante, Lefebvre. Un pion à éliminer avant qu'elle ne déterre les livres-caisses cachés dans le grenier. Émilie étouffa un hoquet, les pages tremblant dans ses doigts calleux. Preuves irréfutables. Des esquisses de lettres falsifiées, un croquis du flacon d'arsenic dissimulé dans l'armoire de la gouvernante et une référence à un portrait familial, un tableau ancien dans la bibliothèque, montrant les Duval et les Beaumont, unis par un mariage forcé avec une annotation « volé en 1871 lors de la Commune ». La manipulation était claire. Duval avait saboté les alliances pour s'emparer de l'Empire, utilisant la mort d'Isabelle comme levier, et maintenant, elle piégeait Émilie pour couvrir ses traces. La colère monta en elle, un feu purificateur contre cette vipère qui avait détruit des vies pour de l'or. Mais avec la révélation vint l'agence. Plus une victime passive, Émilie décida d'agir, de transformer sa chute en contre-attaque publique. Au lever du jour, feignant la soumission, elle demanda à voir Henri sous prétexte de confession. Les constables, relâchés par un ordre laconique du maître, qui, rongés par le doute, cherchaient des réponses, l'escortèrent jusqu'au bureau. Henri était là, assis devant une pile de livres-caisses, sa redingote froissée et ses yeux bleus cernés de fatigue. À 35 ans, la culpabilité le rongeait. Non de la froideur supposée, mais d'un devoir écrasant hérité de son frère mort, l'obligeant à des alliances toxiques comme celle avec les Duval. « Parlez, Lefebvre, dit-il d'une voix rauque, évitant son regard. Si vous êtes innocente, prouvez-le, sinon, je dois protéger ce qui reste. » Émilie, les poignets encore marqués par les cordes, posa le journal sur le bureau d'un geste ferme. « Lisez cela, monsieur. Duval n'est pas votre protectrice, c'est une meurtrière. Elle a tué Isabelle pour l'héritage. Falsifié des documents pour ruiner vos usines. J'ai les preuves ici, son propre aveu, et la clé pour le grenier où elle cache les livres volés. » Henri feuilleta les pages, son visage se décomposant en une grimace d'horreur. Les mots de Duval, crus et impitoyables, confirmés par un témoignage glissé entre les feuillets, une note de Rose, la lavandière, jurant avoir vu la gouvernante verser des poudres dans le thé d'Isabelle des mois avant sa mort. « Mon Dieu, j'ai été aveugle », murmura-t-il, se passant une main sur le front. La révélation reconfigura tout. Sa froideur n'était que le poids du secret familial, une culpabilité pour les dettes qu'il portait seul, protégeant le manoir au prix de son âme. Un pic d'espoir surgit alors. Émilie, assumant son rôle, proposa une action proactive.
Ne la confrontez pas en privé, monsieur. Publiez cela. Une lettre ouverte dans le Progrès de Lyon, signée de nous deux. Montrez à la société que les Beaumont se libèrent des ombres. J'irai au marché des Canutes. Je rallierai les ouvriers comme témoins. Ils haïssent Duval pour ses pressions sur les salaires. Henri la regarda enfin, vraiment, voyant non plus une servante, mais une alliée forgée dans l'adversité. Vous risquez tout. Pourquoi? Elle sourit faiblement, ses yeux verts brillants. Parce que j'ai vu votre douleur comme la mienne, et parce que ce manoir peut changer. Il hocha la tête, une approche contenue naissant, pas de passion dévorante, mais une confiance profonde, scellée par un serment muet. Il serra sa main, un geste fraternel qui réchauffa l'air froid du bureau. Ensemble, alors, mais Duval frappera plus fort. Leur premier succès vint vite. La lettre, rédigée à 4 mains sur du papier vélin, fut envoyée au journal. Elle accusait Duval de meurtre et de fraude, citant les preuves sans nommer Émilie publiquement pour la protéger. Lyon bruissa. Les bourgeois de la place Bellecour commentèrent. Les Canutes des ateliers hochèrent la tête en signe de solidarité. Émilie, libérée, descendit au faubourg avec Pierre, son tablier troqué pour une cape simple. Dans une taverne enfumée près de la Saône, elle parla au tisserand, sa voix claire portant le témoignage « Duval a empoisonné pour l'or, mais les Beaumont, le vrai maître, luttent pour la justice. Soutenez-nous au bal de la foire, demain soir. » Les ouvriers, aux mains noircies par les métiers, applaudirent. Un espoir palpable, un avancé pour le couple naissant où Henri, depuis le manoir, envoya un messager avec une broche, la rose d'argent rendue proprement comme symbole de leur lien. Mais le val de danger suivit, amplifiant la menace. Duval, alerté par un espion dans les cuisines, riposta avec fureur. Elle fit circuler un contre-récit, une affiche plaçardée dans les rues, accusant Henri de complicité dans la mort d'Isabelle pour couvrir ses dettes et Émilie de séduction calculée pour s'élever. Raoul, son frère, débarqua au manoir avec des témoins achetés, des valets corrompus, jurant avoir vu Émilie fouiller les appartements. « C'est la fin, Beaumont !» cracha Duval lors d'une confrontation dans le hall, ses yeux noirs luisants de haine. « Votre servante vous a piégé, je révélerai tout au tribunal, ruinant vos usines. » Henri, soutenu par Émilie à ses côtés, riposta calmement. « Vos mensonges s'effondrent, Duval. Les preuves sont publiques maintenant. » Le public, domestique, fournisseur rappelé, vit la vipère se démasquer, un pic d'indignation montant contre elle, murmures de dégoût, regards accusateurs. Rose, la lavandière, témoigna ouvertement. « J'ai vu les herbes, monsieur. Duval est un monstre. » Pourtant, la réponse du antagoniste grandit la menace. Elle jura vengeance, promettant un scandale au bal de la foire de la soie, où les élites lyonnaises se réuniraient. « Je viendrai avec des preuves forgées et votre duo sera exposé comme une farce indécente. » Émilie et Henri, plus unis dans la confiance que jamais, sentirent le danger culminer. Mais leur action avait altéré la perception sociale. Émilie, de voleuse à héroïne des bas-fonds, gagnait du respect. Henri, de veuf distant à homme de justice. Dans le silence du bureau, il murmura « Merci, Émilie, sans vous. » Elle posa une main sur son bras, un geste de soutien pur. L'espoir piquait, mais l'ombre de Duval planait. Le soir même, une convocation arriva, une invitation scellée pour le bal de la foire, au Grand Théâtre des Célestins. « Tous les yeux de Lyon seront là », dit Henri, son regard déterminé. « C'est notre chance de l'affronter publiquement. » Émilie hocha la tête, le cœur serré d'anticipation. Le destin les appelait à l'arène sociale, où la vérité éclaterait, ou les engloutirait. Le bal de la foire de la soie illuminait le Grand Théâtre des Célestins comme un joyau dans la nuit lyonnaise. Les lustres en cristal de Bohême, suspendus au plafond voûté, diffusaient une lumière dorée qui dansait sur les robes de mousseline et les smokings de velours. L'air vibrait des accords d'un orchestre, violon et harpe mêlés à des rires étouffés, tandis que les élites de Lyon, venues de leurs villas le long du Rhône, tourbillonnaient en valse langoureuse. C'était le cœur battant de la saison, marchand de soieries,
Bourgeois en cravate de soie importée, et veuves parées de camées, tous unis par l'opulence d'une ville qui tissait sa fortune sur des rêves fragiles. Henri Beaumont, en habit noir taillé sur mesure, sa épingle de cravate luisant comme un talisman, offrait son bras à Émilie. Elle, transformée pour l'occasion, portait une robe d'emprunt, un cadeau discret de Rose, la lavandière, en taffetas bleu nuit, corsage brodé de perles fines et jupe fluide, sans crinoline excessive, soulignant sa silhouette élancée sans ostentation. Ses cheveux châtains, relevés en un chignon orné d'une rose d'argent, le broche symbolique, encadraient un visage où la détermination effaçait les cernes de l'épreuve. À 20 ans, elle n'était plus la servante effacée. Elle entrait dans l'arène comme une égale, soutenue par la confiance d'Henri. Ils traversèrent la salle bondée, ignorant les murmures qui les suivaient comme une traînée de poudre. La Lefèvre, au bras du maître, c'est scandaleux, chuchotait une matrone en éventail de dentelle. Henri, ses yeux bleus fixés droit devant, serrait son bras avec une fermeté protectrice. « Ignorez-les » murmura-t-il à son oreille, sa voix grave couvrant la musique. « Ce soir, nous rétablissons la vérité. Duval sera là. Son frère Raoul a annoncé sa venue. » Émilie hocha la tête, le cœur cognant au rythme des tambours lointains. Pierre, en livrée impeccable au buffet, leur adressa un clin d'œil complice depuis l'ombre, une flasque de preuves cachée dans sa poche, copie du journal de Duval, témoignage de Rose et un livre-caisse exhumé du grenier prouvant les fraudes. La gouvernante surgit au milieu de la soirée, escortée par Raoul et Maître Laurent, formant un trio menaçant au pied de l'escalier principal. Madame Duval, dans une robe de soie noire aux manches bouffantes, son camée corbeau luisant à son col, arborait un sourire victorieux. Ses cheveux grisonnants, tirés en un chignon impitoyable, accentuaient ses traits acérés. Raoul, trapu dans son frac trop serré, brandissait un dossier de cuir, son sabot final, un dossier forgé de lettres falsifiées, accusant Henri de complicité dans le meurtre d'Isabelle pour dissimuler des dettes et Émilie de chantage pour s'élever socialement. Une témoin achetée, une ancienne camériste corrompue par de l'or, se tenait à leur côté prête à jurer avoir vu Émilie verser du poison. « Beaumont !» lança Duval d'une voix qui trancha l'air comme un couteau, attirant tous les regards. La valse s'interrompit, l'orchestre marquant une pause hésitante. Les invités formèrent un cercle, éventail claquant comme des applaudissements nerveux. « Votre petite intrigante vous a ensorcelé. Voici les preuves. Elle a volé l'héritage d'Isabelle, comploté avec les Canutes pour ruiner vos usines. Lyon jugera. » Le silence tomba, lourd comme un linceul. Raoul déploya les faux documents sur une table voisine, la camériste balbutiant son témoignage truqué. « Oui, j'ai vu la servante dans les appartements avec une fiole. » Des murmures enflèrent, indignation, curiosité malsaine. Henri pâlit, mais Émilie, sentant la panique monter, serra son bras. C'était leur choix moral, se taire et plier, ou affronter, définissant leur honneur devant la communauté. « Non !» dit-elle d'une voix claire, surprenant l'assemblée. Elle s'avança, tirant le livre-caisse de la poche de Pierre, qui s'était approché discrètement. Ceci est la vérité. Duval a empoisonné Isabelle avec de l'arsenic pour s'emparer de l'héritage Duval-Beaumont. Son journal l'avoue. Rose, ici présente, a vu les herbes. Et c'est faux? Comparez les sceaux, forgés par Raoul lui-même, comme le prouve ce croquis retrouvé dans ses quartiers. Rose surgit du fond de la salle, ses bras noueux serrés sur un ballot de linge, preuve matérielle, le flacon d'arsenic, exhumé de l'armoire de Duval. « J'ai servi en silence. »« Mais plus maintenant, déclara-t-elle, sa voix rauque portant jusqu'au balcon. Duval versait les poudres dans le thé de madame, nuit après nuit, pour l'or, pour la vengeance contre les Beaumont qui l'avaient spolié en 70. » Les invités retinrent leur souffle. Maître Laurent, confronté aux preuves, blêmit et recula, marmonnant « C'est irréfutable ». Raoul tenta de protester, mais Pierre, vif comme un chat, produisit un témoignage écrit d'un ouvrier canute.
Raoul payait les faux témoins avec des fonds volés aux usines. Duval, acculé, hurla « Mensonge, cette gamine est une menteuse !» Mais son masque craqua. Elle porta une main à sa gorge, les yeux fous de rage. Henri s'avança alors, sa voix tenant comme un décret. « Lion, jugé par les faits. Duval a trahi ma maison, tué ma femme pour un complot familial. Émilie Lefebvre m'a sauvé, non par intrigue, mais par courage. Elle expose ce que j'ai caché par devoir, les dettes de mon grand-père, les erreurs de la commune. Mais ensemble, nous réparons. » Il leva le journal de Duval, lu à voix haute par un invité curieux, un journaliste du Progrès présent incognito. Les mots accusateurs de la gouvernante résonnèrent, provoquant un tollé, huée, exclamation. « Meurtrière !» cria une veuve. Raoul tenta de fuir, mais des messieurs l'immobilisèrent. Duval, humilié, s'effondra en sanglots fins, son dossier piétiné sous les bottines des danseurs outrés. La communauté pivota en un éclair. Émilie, de paria à héroïne, reçut des regards admiratifs. Une dame en perles lui serra la main. « Brave fille, vous honorez Lyon. » Henri, validé dans sa vulnérabilité, fut acclamé comme un justicier. La victoire fut cathartique. Duval et Raoul, arrêtés sur le champ par les constables appelés, traînés hors du théâtre sous les huées. L'orchestre reprit mais triomphant, et les invités portèrent un toast à la justice. Si vous vibrez avec cette triomphe, abonnez-vous au canal pour ne rien manquer d'autres sagas envoûtantes comme celle-ci. Dans le silence post-tempête, sur la terrasse surplombant la Saône, Henri et Émilie se retrouvèrent seuls. La lune filtrait à travers les nuages, illuminant leurs visages fatigués mais apaisés. Il prit sa main, un geste tacite de promesse intime, non un baiser passionné, mais un lien d'âmes égales. « Vous avez changé tout », murmura-t-il. Elle sourit, serrant ses doigts. « Nous l'avons fait !» Mais au loin, un messager approcha, portant une lettre scellée. Les Duval de Paris contre-attaquaient, menaçant un procès final. Leur union, scellée ce soir, affronterait encore l'ombre. Les jours qui suivirent le bal des Célestins s'écoulèrent dans un tourbillon de justice et de reconstruction, comme si Lyon elle-même exhalait un soupir de soulagement après la tempête. Le manoir de Beaumont, jadis enveloppé d'ombre, s'ouvrait enfin aux rayons du soleil d'automne, ses fenêtres hautes laissant entrer la lumière sur les parquets cirés. Madame Duval et son frère Raoul avaient été emmenés manu militari vers la préfecture, leurs cris étouffés par les huées de la foule. Le notaire Laurent, complice par négligence, avait remis sa démission sur le champ, ses mains tremblantes signant une déclaration de neutralité. Les Duval de Paris, alertés par les gazettes qui titraient « Le scandale de la soie, une meurtrière démasquée », tentèrent une contre-attaque pathétique, une pétition pour contester l'héritage. Mais les preuves, le journal accablant, le flacon d'arsenic analysé par un apothicaire de la place Bellecour et les témoignages des Canutes scellèrent leur sort. Au tribunal royal, 3 semaines plus tard, Duval fut condamné à l'exil perpétuel en province, privé de tout droit sur les biens familiaux. Raoul, pour fraude, écopa d'une amende ruineuse et d'une interdiction de commerce, le réduisant à mendier, dans les bas-fonds qu'il avait autrefois méprisés. Leur chute fut publique, un pilori moral qui effaça les rumeurs sur Henri et Émilie, transformant le scandale en triomphe de la vérité. Henri Beaumont, libéré du poids des dettes occultes, réunit les créanciers dans son bureau aux murs tapissés de cartes commerciales. À 35 ans, sa silhouette imposante, moulée dans une redingote neuve de laine fine, irradiait une autorité nouvelle, non plus celle d'un homme accablé, mais d'un leader compassionné. Ses yeux bleus, autrefois froids, brillaient d'une détermination forgée dans l'épreuve. « Les erreurs du passé, celles de mon grand-père lors de la Commune, seront réparées, déclara-t-il d'une voix ferme, distribuant des compensations aux familles des Canutes lésées. Émilie, à ses côtés, vêtue d'une robe simple en serge bleu qui soulignait sa grâce naturelle, intervint avec une assurance inattendue. Ses cheveux châtains, libres de tout bonnet, cascadaient en boucles souples. Ses mains, jadis calleuses, tenaient un registre neuf. Et pour l'avenir,
Monsieur proposera une école pour les enfants des ateliers, pas de charité condescendante, mais une formation au métier, gratuite, pour briser le cycle de la misère. Les créanciers hochèrent la tête, impressionnés par cette duo, le magnate et l'ex-servante, unis non par calcul mais par une vision partagée. Pierre, promu majordome, sourit depuis le seuil, son uniforme bleu marine luisant de fierté. Rose, la lavandière, reçut une petite pension pour ses révélations, la repositionnant comme intendante des cuisines, loin des bassesses. Le legs prit forme tangible. La bibliothèque du manoir, autrefois un mausolée de reliures poussiéreuses, fut transformée en salle d'études ouverte aux apprentis tisserands. Henri fit don d'un fonds pour une école au pied de la Croix-Rousse, nommée l'Atelier des Horizons, où Émilie superviserait les premiers cours, lecture, calcul et même des leçons sur l'histoire des soieries, pour honorer les racines ouvrières. Le nouveau équilibre s'installait. Les usines Beaumont, purgées des fraudes, prospéraient avec des salaires augmentés. Et le manoir bruissait d'une vie renouvelée sans les silences oppressants d'antan. Les domestiques, jadis divisés, se liaient en une famille élargie. Gustave, le cocher bourru, racontait déjà les anecdotes du bal autour du souper, provoquant des rires discrets. Mais au cœur de cette résolution, le lien entre Henri et Émilie se scella par choix libre, loin des ombres toxiques du passé. Un après-midi clair, 4 semaines après le procès, ils se promenèrent dans le jardin du manoir, où les rosiers d'Isabelle, arrachés pour un parterre neuf de lavande et de lys, laissaient place à un espace purifié. Henri s'arrêta près d'un banc de pierre, sous un saule pleureur dont les branches effleuraient l'herbe. Il sortit de sa poche un anneau simple, en or blanc martelé, sans gemme ni histoire, forgé par un artisan lyonnais, symbole d'un commencement vierge. Émilie Lefebvre, vous avez pris la place non d'une épouse fantôme, mais d'une partenaire égale. Voulez-vous unir votre vie à la mienne, par amour et non par devoir? Sa voix, grave et émue, trahissait une vulnérabilité nouvelle. Ses épaules, relâchées, montraient l'homme transformé, guidé par la compassion qu'elle avait éveillée. Émilie, les yeux verts remplis de larmes contenues, prit l'anneau, ses doigts fins le glissant à son annulaire. Oui, Henri, par choix, pour bâtir ensemble ce que les autres ont brisé. Leur baiser fut le sceau, doux, profond, un effleurement de lèvres sous le soleil filtré, chargé d'amour pur, sans les chaînes des alliances forcées. Autour d'eux, l'horizon s'ouvrait, la Saône en contrebas, miroitant comme un ruban d'argent, et les collines de Lyon promettant un futur de soieries justes et d'enfants instruits. Pierre, observant de loin, hocha la tête. Rose, passant avec un panier de fleurs, murmura une bénédiction. Leur transformation rayonnait. Henri, voix assurée dans les assemblées de marchands, plaidait pour des réformes ouvrières. Émilie, leadership naissant, visitait les ateliers, sa présence inspirant les femmes comme elle, sorties de la misère. Les coadjuvants trouvaient leur place. Pierre épousa une fille des cuisines, récompensée par une maisonnette au domaine. Les neutres, comme les fournisseurs hésitants, revinrent, repositionnés par la réputation restaurée. Le legs en action. L'école ouvrit ses portes un matin de printemps, avec Émilie lisant un conte aux premiers élèves, Henri à ses côtés, main dans la main. Pourtant, un ganchot subtil persistait. Une lettre arriva ce soir-là, cachetée d'un sceau parisien anonyme. Les Duval ne meurent pas, ils renaissent. Prenez garde aux ombres de la capitale. Henri la brûla au feu de la cheminée, serrant Émilie contre lui. Nous sommes prêts. Leur horizon, illuminé de promesses, s'étendait au-delà du manoir, vers un empire tissé d'amour et de justice. 10 ans s'étaient écoulés depuis ce baiser sous le saule du jardin, et le manoir de Beaumont se dressait toujours fier sur les pentes de la Croix-Rousse, mais transformé. Les tours gothiques, jadis austères, s'ouvraient sur des jardins fleuris où des enfants couraient, leur rire perçant l'air printanier de 1895. La Saône, en contrebas, scintillait sous un soleil généreux, et Lyon, la ville des soieries, avait vu ses fils se nouer plus serrés, grâce à l'héritage d'un amour forgé dans l'adversité.
Henri Beaumont, à 45 ans, avait les tempes grisonnantes, mais ses yeux bleus gardaient cette lueur d'acier adoucie par les années. Sa redingote de tweed, coupée avec simplicité, soulignait une silhouette encore imposante, marquée par les marches quotidiennes aux ateliers. Il n'était plus le magnate isolé. Il était un père, un époux, un réformateur dont le nom résonnait dans les assemblées ouvrières comme un symbole de justice. Émilie, sa femme, arpentait les allées du jardin avec une grâce acquise, ses cheveux châtains, maintenant striés de fils d'argent, relevés en un chignon lâche orné d'une rose éternelle, le broche d'argent, patiné par le temps, toujours à son col. À 30 ans, elle avait perdu la fragilité de la servante. Son visage, marqué par des rides fines au coin des yeux verts, rayonnait d'une sérénité conquise. Vêtue d'une robe de lin clair, ample et pratique, avec un tablier brodé pour les leçons qu'elle donnait, elle incarnait la transformation, de fugitive du Beaujolais à matriarche d'un empire rénové. Leur union, scellée par un mariage discret à l'église Saint-Polycarpe en 1886, avait résisté aux tempêtes, non par faste, mais par une complicité quotidienne, tissée de confidences au coin du feu et de projets partagés. Leur amour avait fleuri en une famille. 2 enfants illuminaient leur jour. Louis, 8 ans, un garçon aux boucles brunes et aux yeux vifs d'Henri, qui trottinait déjà au métier à tisser miniatures dans l'atelier familial, apprenant les bases sans les chaînes de la misère. Et Claire, 5 ans, une fillette aux tresses châtaines comme sa mère, qui cueillait des lavandes avec une curiosité insatiable, ses petites mains tachées de terre. « Papa, raconte encore l'histoire de la tempête », implorait-elle souvent, perchée sur les genoux d'Henri lors des veillées. Il souriait, passant un bras autour d'Émilie, et narrait l'arcane sans les ombres. La nuit où une servante brave avait sauvé un manoir de ses démons. Émilie ajoutait d'une voix douce « Et l'amour, ma chérie, triomphe toujours des vipères. » Leur foyer, dans les appartements autrefois froids d'Isabelle, bruissait de vie. Rire autour de la table d'acajou, où Pierre, maintenant majordome fidèle, marié et père à son tour, servait des repas simples, enrichis de contes lyonnais. Les changements sociaux s'étaient enracinés profondément. L'école, l'atelier des horizons, fondé par Henri et supervisé par Émilie, prospérait au pied de la colline. 100 enfants d'ouvriers y apprenaient désormais non seulement à lire et à calculer, mais aussi à dessiner des motifs de soie, à comprendre les machines sans les craindre. Émilie, élue à son conseil, plaidait pour les filles. « Pas de destin scellé par la faim », disait-elle lors des assemblées, sa voix portant jusqu'au syndicat Canut. Les usines Beaumont, purgées des dettes Duval, employait 500 âmes avec des salaires décents et des pauses pour les familles. Henri avait cédé une part des bénéfices aux coopératives ouvrières, transformant les murmures de révolte en partenariat. Lyon, la belle époque en son apogée, vantait ce modèle. Des gazettes comme Le Progrès titraient « De l'ombre à la lumière », les Beaumont, pionniers de la soie juste. Pierre, récompensé par une petite ferme attenante, élevait ses propres enfants dans l'ombre bienveillante du manoir. Rose, devenue intendante, formait les nouvelles venues avec une tendresse maternelle, son rire rauque effaçant les cicatrices du passé. Mais certains avaient payé cher leur choix. Madame Duval, exilée dans un village reculé du Dauphiné, vivait dans l'ombre d'une masure, ses jours hantés par les échos du bal. À 62 ans, usée par l'amertume, elle errait les marchés, vendant des herbes, ironie cruelle, sans jamais regagner Lyon. Son frère Raoul, ruiné par les amendes, avait sombré dans l'oubli des faubourgs, mendiant aux portes des ateliers qu'il avait autrefois pillés. Leur nom, jadis synonyme d'intrigue, n'était plus qu'un avertissement chuchoté aux enfants. Prends garde aux ombres familiales. Henri, lors d'une visite rare au tribunal pour clore les comptes, avait vu Duval une dernière fois, une silhouette voûtée, les yeux éteints, suppliant un pardon qu'il n'accorda pas. « La justice n'efface pas la perte d'Isabelle », avait-il murmuré à Émilie ce soir-là, serrant sa main. Elle avait hoché la tête, comprenant
Le prix de la trahison était l'exil intérieur, une solitude plus lourde que les chaînes. La famille s'était agrandie en liens tissés. Gustave, le cocher bourru, avait pris sa retraite dans une chaumière au bord du Rhône, racontant ses anecdotes à des petits-enfants ravis. Les anciens fournisseurs, repositionnés comme alliés, venaient aux dîners annuels, toasts à la main. À Émilie, qui a pris la place d'une épouse par le cœur. Le manoir, purifié, abritait des bals modestes où les ouvriers dansaient aux côtés des bourgeois, effaçant les barrières de classe. Henri et Émilie, promenant les enfants le long des allées, s'arrêtaient souvent près du saule. « Ici, tout a commencé », murmurait-il, embrassant son front. Elle souriait, nostalgique. Et ici, il continue. L'amour avait résisté, plus fort que les années, nourri par des matins partagés et des défis surmontés, une grève mineure en 1892, une maladie d'enfant en 1889, tous vaincus ensemble. Un soir d'automne, alors que les feuilles rougissaient les collines, la famille se réunit dans la bibliothèque transformée. Louis lisait à voix haute un livre sur les routes de la soie, Claire somnolant contre Émilie. Henri, un bras autour de sa femme, contempla le portrait restauré des aïeux, sans les ombres des fraudes. « Nous avons bâti un legs », dit-il doucement. Dehors, les cloches de Fourvière sonnaient et un messager apporta une lettre de Paris, une invitation à une exposition des soieries réformées. Émilie la lut, un sourire aux lèvres. « Allons-y, ensemble ». Leur horizon, tissé de fils solides, s'étendait vers de nouveaux chapitres, où l'amour, victorieux, guidait les pas d'une famille unie contre les vents du temps. Ainsi s'achève l'histoire d'Émilie Lefebvre et d'Henri Beaumont, un conte tissé de fils d'ombre et de lumière, où une servante du Beaujolais osa défier les chaînes d'un manoir empoisonné pour tisser un empire d'amour et de justice. Dans les ruelles brumeuses de Lyon, sous les yeux impassibles de la Saône, ils nous rappellent une leçon éternelle. La force ne réside pas dans la naissance ou la fortune, mais dans le courage de briser les silences, de révéler les vérités enfouies et de choisir l'autre non par devoir, mais par le cœur pur. Car si les Duval incarnent la vipère de l'ambition qui ronge tout sur son passage, Émilie et Henri nous enseignent que l'amour véritable, nourri de confiance et de compassion, triomphe des tempêtes les plus noires, transformant la misère en legs pour les générations futures. Dans cette belle époque de soieries chatoyantes et de classes figées, leur union nous murmure que personne n'est condamné à l'ombre. Chacun peut par un geste audacieux illuminer son destin et celui de sa ville. Cette saga vous a-t-elle touché au plus profond, comme un éclat de cristal sous les lustres du bal? Partagez dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Quelle scène vous a le plus ému, ou quelle leçon retiendrez-vous pour votre propre vie? Et pour savoir qui a voyagé jusqu'au bout de ce récit envoûtant, écrivez le mot « soi » en majuscule dans votre message. Cela nous aidera à célébrer ensemble et à propager ces histoires qui font vibrer l'âme. N'oubliez pas de liker si l'indignation contre Duval vous a fait bouillir, et abonnez-vous pour ne rater aucune autre épopée historique, pleine de drames et de triomphes. Cliquez sur les cartes pour découvrir des narrations similaires. Des romances interdites dans les salons parisiens ou des intrigues familiales au cœur de la Provence. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous. Que votre propre histoire soit tissée de victoires aussi lumineuses. À bientôt pour de nouvelles aventures au fil du temps.